Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à notre émission portant sur les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique Léo Denis-Carpentier. Bonjour Léo. Bonjour Michel. Léo, la programmation finalement a été lancée mercredi le 21 mars dernier. Exactement. 80-85% de la programmation est connue. À peu près, oui. Oui. Il reste encore des belles choses à annoncer, mais on attendait de ficeler tout ça. Donc, on a quand même annoncé le gros de la programmation. Donc, notre président d'honneur qui était avec nous, Jean Lemire, notre marraine qui, elle, se dit filleule du FFPE parce qu'elle est là depuis le début. Jean aussi, il est là depuis le début. Geneviève, elle est avec son conjoint et co-réalisateur de son film Patrick Bourgeois. Première mondiale, d'ailleurs. Exactement, oui. Elle nous a fait l'honneur de nous offrir ça. Et on a aussi des gens du coin, des gens de Saint-Raymond. On pense à Étienne Beaumont et Philippe Jobin, qui vont nous présenter leur film En marche. Donc, c'est vraiment une belle programmation. Je suis très content. Oui. Il faut dire qu'il n'y a pas de concours international, en fait. Non, pas cette année. Cette édition-là, on mise vraiment sur les gens qui ont pataugé durant les 15 ans. En fait, exactement. Et plus un contenu de Portnevoix aussi. Plus un contenu de Portnevoix. On a profité justement de l'occasion de la conférence de presse pour rencontrer ces gens-là où on va voir justement les productions. Rencontre, dont Jean Lemire, justement le président d'honneur. Jean qui va présenter... un long-métrage inédit. C'est une version inédite de son film Arctique, La dérive des traditions. Il va vous expliquer un peu dans quel contexte il a tourné ce film. Puis il a jamais été présenté en salle, ce film-là. Et on va écouter aussi Geneviève et Patrick pour finalement Étienne Beaumont et Philippe Jobin. Alors on écoute avec notre introduction aussi du FFPE. Vrai. Une nouvelle introduction justement pour le 15e. Oui. Alors, on écoute justement ces productions. Le Festival de films pour l'environnement. Familiariser, filmer, promouvoir, éduquer. FFPE, du 20 au 28 avril. 15 ans, ça se fait. Bonne projection. Jean Lemire, bonjour. Bonjour. Jean Lemire, dans quel esprit vous avez accepté la présidence d'honneur de cette 15e édition du Festival de films pour l'environnement? Bien, je suis très content parce que ça fait 15 ans, j'étais là au tout début. C'est un festival qui est important. Je présente également un film où, en fait, je suis retourné dans l'Arctique aussi 15 ans après pour voir les changements. Alors, c'était une occasion parfaite pour moi d'accepter cette présidence d'honneur. Oui. Où vous en êtes dans votre recherche, justement, dans votre observation de la planète Terre, en bout de ligne? Ça va très, très vite. Les changements sont extrêmement rapides. L'Arctique, chez nous, change peut-être même 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc, c'est vraiment un territoire qui m'interpelle beaucoup parce qu'il y a des gens qui vivent là, évidemment. Les Inuits, moi, ils m'ont un peu... c'est eux qui m'ont tout montré. De la glace. Mes premiers travaux comme étudiant, je les ai faits dans le Nord. Alors, j'ai appris beaucoup de ces Inuits. Alors, je suis inquiet. Un petit peu partout sur la planète, évidemment, on est dans une quête de ressources naturelles qui est effrénée. Et les notions de développement durable doivent être mises de l'avant de plus en plus. Donc, c'est ce que je fais maintenant beaucoup. Je me promène à travers le monde. Il y a un réseau, je dirais, de diplomatie internationale qui s'est créé. Il y a des ambassadeurs climatiques maintenant que les pays nomment. Et il y a cette espèce de réseau parallèle qui s'opère où on essaie de mettre de la pression sur les décideurs pour essayer d'arriver avec des notions de développement durable beaucoup plus qu'un slogan. Il faut que ça devienne une façon de faire, une façon de vivre. Est-ce que ça prend? Est-ce que les... Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on avance, mais qu'on va manquer de temps. C'est ça qui est la grande caractéristique, je dirais, de mon constat, là. Je crois, par exemple, que les jeunes vont sans doute réussir à accélérer davantage ce mouvement-là parce que les jeunes ont des valeurs environnementales et sociétales qui sont vraiment
beaucoup plus évolués que les nôtres, en fait. Et c'est peut-être la seule compensation qu'on peut avoir. On n'a pas été très bon pour leur léguer une planète en santé, mais on a peut-être été correct pour leur donner les bonnes valeurs pour qu'eux prennent la relève. Mais pour moi, c'est essentiel de faire tous les efforts parce que je veux être capable de les regarder dans les yeux et dire que j'ai vraiment essayé. Ouais. Ça, pour moi, c'est très, très important. Évidemment, je me rends compte, et ça, c'est peut-être la plus grande déception, je dirais, c'est que, vous savez, quand j'ai débuté tout cela, j'avais un peu l'impression que j'allais pouvoir, avec mes amis, changer le monde, qu'on allait réussir à changer les mentalités et tout ça. Je me rends compte de plus en plus qu'il n'y aura pas de révolution climatique ou de révolution environnementale sans une plus grande justice sociale. C'est inévitable. Et après avoir parcouru le monde, c'est un peu la grande conclusion. Il va falloir qu'on inclue davantage monsieur et madame tout le monde. En ce moment, c'est le 1% de la population, ou en tout cas une très petite partie de la population qui a l'impression de détenir la vérité et qui arrive avec des solutions et des méthodes de développement, et etc. Mais on oublie monsieur et madame tout le monde, le peuple en général qui sont, vous savez, où la priorité, pour la plupart des gens que j'ai vus sur cette planète, en se levant le matin, c'est d'abord et avant tout de trouver de la nourriture pour leurs enfants. Ça, c'est la réalité d'une très grande partie de la population mondiale. La nourriture et l'eau aussi. L'eau également. Et donc, quand nous, on arrive avec nos contraintes environnementales, évidemment, pour eux, ils sont pas là. Pourquoi? Parce ce sont un peu les exclus de la société. Oui. Mais ça demeure une majorité. Et ça, c'est peut-être le constat le plus dur de mes années à vadrouiller autour du monde. Quelles seraient les principales actions? Je pense qu'il y en a une qui est essentielle, mais vraiment essentielle. Nous devons miser sur l'éducation. Je me rends compte, les pays qui performent le mieux dans le monde sont ceux qui sont poussés par leur société. Ce ne sont pas les gouvernements qui mettent des lois pour qu'on respecte l'environnement. C'est la population qui demande au gouvernement d'en faire davantage. Je pense par exemple aux pays scandinaves. Et je leur ai demandé, mais comment êtes-vous arrivé à ce niveau d'implication au niveau des sociétés? Bien, c'est l'éducation. Évidemment, ce sont des pays riches, ce sont des pays qui ont misé beaucoup en éducation. Et s'il y a un exemple à suivre, en tout cas une voie à emprunter pour le Québec, c'est de continuer à miser beaucoup, beaucoup sur l'éducation. Oui. Jean Lemire, vous serez à Saint-Casimir au festival, en fait, le samedi, c'est le samedi 21 avril. Exactement. Donc, vous allez présenter, vous allez dévoiler une version inédite, en fait, du documentaire que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? En fait, oui, c'est la version longue, là, donc la version cinématographique là, de l'article « La dérive des traditions ». Pourquoi? Parce que nous sommes retournés, justement, en Arctique 13 ans après. Et on a pu constater les différents changements. Nous étions là en 2002 quand on a fait le passage du Nord-Ouest. On était à cette époque le 7e voilier de l'histoire de la navigation à le réussir. Quand on est retourné en 2015, il y avait plus de glace, évidemment, plus rien. Et il y avait 52 bateaux qui attendaient pour faire le passage du Nord-Ouest. Alors, ça vous montre en très peu de temps comment tout cela a changé. Et on regarde, évidemment, quels sont les impacts de ces changements sur, évidemment, la faune, sur les cultures inuites et sur le développement économique qui s'en vient, parce que l'Arctique sera l'espèce de nouveau Klondike de demain. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Jean Lemire, merci beaucoup. Merci à vous. En 2002, le voilier océanographique Sedna 4 s'est lui aussi lancé à la conquête du légendaire passage. À cette époque, l'Arctique était encore un territoire de glace, dangereux et hostile à la navigation. Les scientifiques lançaient déjà des cris d'alarme sur la transformation accélérée du climat qui risquait de mettre en péril les espèces emblématiques de l'Arctique, qui dépendent de la glace pour leur survie.
Les pronostics n'annonçaient rien de bon pour la suite. Mais les appels des scientifiques sont longtemps restés lettres mortes. Aujourd'hui, près de 15 ans après l'expédition du Sedna 4, l'Arctique ne semble pourtant pas si différent. Un autre printemps, une autre banquise, mais des transformations rapides et profondes s'opèrent. Le soleil qui franchit l'horizon au printemps n'a peut-être plus le même effet sur cette banquise qui fond de plus en plus rapidement. Les oiseaux migrateurs sont déjà là, attendant la grande débâcle qui rassemblera la vie. En apparence, tout semble suivre l'évolution normale d'un autre printemps arctique. L'ours polaire utilise son odorat développé pour repérer ses proies, des phoques, qui se servent de la banquise comme plateforme de repos et site de mise bas. Les journées allongent rapidement, jusqu'à remplacer complètement la nuit. Le soleil de minuit ne laisse plus aucun répit à la glace. En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture. Nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Geneviève Bilodeau, bonjour. Bonjour. Patrick Bourgeois, bonjour. Bonjour. Un couple depuis plusieurs années déjà, quand même. Un gros 6 ans. Un gros 6 ans, Ah ouais, avec alors, un enfant. Ouais. Nous autres, on était très productifs. Ben oui. Geneviève, marraine toujours pour le 15e Festival de film. Ouais. C'est un coup de cœur à vie. Ben oui. Tantôt, il disait filmer, je ne sais plus, FFPE. J'ai dit fidéliser. Non, je suis une grande fidèle du festival. Oui. Vous êtes, en fait, vous allez présenter en première. Oui, C'est une première, en fait. Première votre mondiale. Film, c'est le premier film que vous avez traité ensemble, que vous avez réalisé ensemble? Mais c'est notre premier film tout court. C'est notre premier film ensemble, mais c'est aussi notre premier film individuellement, comme... Moi, je suis comédienne, mais ça va être la première fois, et pour Patrick aussi, qu'on a le chapeau de réalisateur. Ben oui. Puis tu as mis en profit, justement, ton expérience professionnelle de plongeur. Ah ça, moi, je venais du milieu de la littérature, mais je me suis, au gré du temps, réorienté avec la plongée pour toutes sortes de raisons qui s'appellent la vie, qui était mon rêve d'enfance. Fait que, tu sais, quand on arrive à la trentaine, la quarantaine qui approche, il y a toutes sortes de personnes qui renouent avec des idées. Moi, c'était la plongée. Fait que quand j'ai rencontré Geneviève, elle a vu mes images. Puis elle dit, c'est pas vrai que tu vas garder ça parce que je guidais dans le Saint-Laurent. Elle dit, c'est pas vrai que tu vas garder ça pour tes clients. Il faut élargir le spectre puis faire rayonner ça. Fait que tu vas faire un film. Elle dit, ça avait l'air d'être compliqué, mais tu es comédienne, elle venait de ce milieu-là. Je dis, OK, moi, tu suives. Québec profond, c'est quoi? C'est faire découvrir la beauté dans les fonds marins du Saint-Laurent. Fait que Québec profond, le plus profond qu'on ne peut pas aller, c'est dans le fleuve. Bon, on n'est pas allé si creux que ça, là, sinon tu ne serais pas vivant. Mais donc, c'est faire découvrir les beautés du Saint-Laurent. Parce que, tu sais, tous les deux, on a un passé de militants aussi pour des causes différentes. Moi, j'étais à la Fondation Rivière, en plus du festival de FFPE. Puis souvent, ce qu'on réalisait, c'est que souvent, on parle à déjà des convertis. Ouais. Puis quand je parle avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis qui sont pas là-dedans du tout, je me rendais compte que souvent, ça les intéresse pas dans notre façon d'approcher les choses. Tu sais, quand je dis « Hey, c'est épouvantable, il y a ci, il y a ça, là, voici l'état actuel, l'état des lieux », puis là, les gens, ils font ça comme ça. Tu sais, ceux qui t'écoutent, c'est ceux qui le savent déjà. Fait que l'idée, c'était de dire « OK, comment ma mère, mon père, mes amis... » je peux les intéresser au sort du Saint-Laurent. C'est certainement pas en leur garochant des statistiques puis des affaires déprimantes.
Par contre, si je leur montre à quel point il est beau, le fleuve, puis là, moi, impliqué à Fondation Rivière, puis marraine du fleuve, Jean Lemire, bon, tout ça, tout ça, je le sais, mais je ne savais pas qu'il était beau. Je le défendais déjà, mais je ne savais pas qu'il était beau. Puis là, je dis, si les gens le savent comment il est beau, ils vont s'y intéresser. Puis après ça, quand ils vont écouter les nouvelles, ils vont les entendre d'une autre façon. Fait que c'est notre... Qu'est-ce qu'on voit, justement? Ben, j'ai exagéré, comme j'aime beaucoup exagérer dans la vie. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 200 plongées compressées en 15 minutes à peu près de sous-marin dans le film qui dure 45 minutes. Donc, moi, je voulais des comportements. Ça fait que j'ai travaillé fort pour aller les chercher. Les anémones, la chasse des anémones rouges du Nord, moi, je trouve que c'est vraiment spectaculaire. C'est un banc de poissons qui passe, puis dans un banc, il y en a qui sont un petit peu à périphérie du banc, puis ils s'accrochent dans les anémones, qui est une anémone venimeuse qui va empoisonner le poisson, puis qui va se dépêcher de l'avaler avant qu'il gigote trop. Moi, je trouve ça spectaculaire. On voit les loups atlantiques. Les loups atlantiques, c'est dans le contexte actuel où on parle beaucoup de relations hommes-femmes, ben, le loup atlantique, c'est le papa qui s'occupe des œufs puis qui protège. Puis la femelle, une fois qu'elle a pondu, puis les œufs sont... Elle est partie, puis c'est lui qui va gérer ça. Moi, c'est un poisson, c'est mon poisson fétiche et moi, je le trouve extraordinaire. On voit aussi des animaux. Je fais beaucoup de macros. Il y a beaucoup des animaux qu'on voit dans le film qui sont à peu près, qui mesurent quelques centimètres. Les nudibranches. Le lucernaire. Les lucernaires, une méduse qui va pas vivre comme les autres au gré du courant, qui va vraiment se fixer au récif. Donc, c'est tous des animaux qui sont, pour la plupart, inconnus du grand public parce qu'on les voit jamais à la télé québécoise. Notre télé, on voit notre nature à RDS, puis je n'ai rien contre, là, mais les émissions de chasse à pêche, une truite dans le fond de la chaloupe, un orignal dans le fond du buisson qui s'est fait tirer, c'est pas mal ça qu'on a vu. Alors nous, on montre cette nature-là vivante, belle, magnifique, mais quand même fragile. Et très sensuelle. Le fleuve, sensuel. Ce serait le mot pour le décrire. Quelle partie du fleuve vous avez explorée dans le film? Beaucoup des plongées sont à Bécomo, qui est ma base. Donc, c'est autour de Bécomo. Je dirais de Bécomo aller jusqu'à Franklin. Ça, il y a beaucoup des images qui ont été tournées là. On a fait aussi les îles Mingan. J'ai amené Geneviève Anticosti. Elle trouvait que c'était un beau plan. Traverser le détroit de Jacques-Cartier, un zodiaque de 6 mètres, beau plan. C'était fun. Oui. C'est ta plongée qui m'inquiétait. Traverser, ça a bien été. Parce que c'est ça, elle est responsable de sécurité de surface aussi. Puis, c'est quand même une comédienne. Elle a appris sur le tas. Mais c'est sûr que, quand tu arrives à Anticosti, puis il y a un courant énorme, puis moi, j'arrive là, moi, c'est pas mon spot de plongée que je connais, là. Fait que, il y a quand même une part d'aventure là-dedans, de stress qu'on vit, puis on s'est mis le défi d'aller les chercher, ces images-là. Donc, on y va. On est allé l'île Bonaventure avec les phoques. Geneviève a vu que, OK, ça peut brasser ici. Puis, on a fait aussi, pour aller voir les espèces des abysses du Saint-Laurent, ils vont remonter dans la rivière Saguenay, parce que la rivière Saguenay, il y a à peu près un 30 pieds d'eau douce qui coupe toute la lumière. Donc, quand tu descends dans l'eau salée qui est plus dense, donc qui coule, tu rencontres des espèces-là qui sont pas visitables, si tu me passes l'expression, en plongée ordinaire. Normalement, dans le Saint-Laurent, ça serait trop creux. Donc, il y a des sépioles, des genres de petites sèches, des genres de petites pieuvres. Il y a des cérianthes du Nord. Ça ressemble vraiment à un environnement qu'on voit. Tu sais, les sous-marins qui sont dans les abysses, puis ça ressemble à ça. Donc, à voir le vendredi 20 avril à 19h30, Première mondiale, Québec profond, Geneviève Bilodeau et Patrick Bourgeois. Merci beaucoup. Merci. Je vais t'attraper! OK, Geneviève, il faut y aller. Un gros câlin. Ouais. Bye-bye! Bye-bye! Le fleuve se déploie devant nos yeux depuis toujours. Mais on le connaît seulement en surface, alors que ça grouille de vie et de beauté dans les entrailles du Saint-Laurent. Bien sûr l'eau froide, bien sûr les courants, mais moi, je connais l'homme-grenouille qui pourchasse les splendeurs de notre Québec profond. Et on a décidé de vous y faire plonger. Et naviguer sur les flots, tantôt tranquilles, tantôt en furie, pour remonter le fil de la vie et découvrir ce monde tellement méconnu.
c'est fret en petit papier record. Philippe Jobin et Étienne Beaumont, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Saint-Casimir aujourd'hui, au moment où on se parle, dans le cadre du 15e Festival de films pour l'environnement. Vous allez présenter justement le documentaire que vous avez réalisé, co-réalisé, c'est une co-réalisation en fait, qui s'intitule En marche, qui a été tourné justement à la Vallée-Bras-du-Nord, à Saint-Raymond. Rappelez-nous un peu le documentaire. Qu'est-ce que vous présentez exactement? En fait, c'est vraiment une incursion dans les projets d'insertion socio-professionnelle de la Vallée-Bras-du-Nord qui s'appelle les projets En marche, qui, bon an, mal an, c'est 12 jeunes éloignés du marché de l'emploi qui bénéficient de ces projets-là. Projets d'actualisation de soi, de dépassement de soi, où est-ce que les jeunes apprennent à se connaître, travailler en groupe, travailler sur des plans d'action individuels et de groupe pour arriver ultimement à soit réintégrer le marché du travail de façon plus durable ou retourner aux études. Et le travail qu'effectuent ces jeunes-là, c'est travailler sur les sentiers durant à peu près 5 mois, les sentiers pédestres, les sentiers de vélo de montagne et travailler sur leur projet de vie. Alors, ça faisait 15 ans qu'on voyait ça de près, on se disait, il y a quelque chose à raconter derrière ça. Ouais. Philippe et moi, ça faisait longtemps, on travaille ensemble depuis plusieurs années, on a déjà fait des projets vidéo par le passé. Et Philippe gravite pour la Vallée-Bras-du-Nord au niveau du graphisme et tout ça depuis longtemps. Et on attendait ça depuis longtemps de travailler là-dessus. Comment vous avez travaillé justement en équipe dans ce projet-là? Bien, les images, on les a tournées sur peut-être 5 années. Initialement, j'étais invité pour documenter le travail des jeunes, mais sans nécessairement avec pour objectif de faire un documentaire. Comme Étienne disait, ces jeunes-là travaillent fort, mais quand tu es de l'extérieur, je pense que tu ne peux pas imaginer à quel point c'est un travail qui est physique, qui est dur. Puis c'est difficile aussi de constater la différence que ça crée pour ces jeunes-là. Comme Étienne disait, moi je gravite autour de la coop depuis aussi une quinzaine d'années. J'avais entendu parler de ces projets-là, je les voyais toujours le matin partir en bus, mais je voyais jamais qu'est-ce que ça avait comme... Ben, je savais qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail, parce qu'on va tous marcher un jour ou l'autre. Mais quel impact que ça avait sur eux, sur leur vie. J'ai été, moi, le premier touché de voir de quelle façon ces jeunes-là avaient de la facilité à parler, de quelle façon ils s'ouvraient. Et ça allait de soi après qu'il fallait tout mettre ça dans un super montage pour donner accès au plus de gens possible, que les gens connaissent un peu plus qu'est-ce que ça a comme effet positif sur ces gens-là. C'était quoi justement les principaux défis à relever dans ce travail-là? Bien, c'est en fait le travail de nous suivre dans le bois, parce que c'est un milieu quand même hostile. Où est-ce qu'on décide pas la température? Où est-ce que pour Philippe de venir suivre ces jeunes-là, ça a été de s'immerger dans tout ça, de nous suivre dans une activité de Via Ferrata pour travailler. On fait ce genre d'activité-là pour travailler les peurs avec les jeunes. Bien, Philippe, non seulement nous suivait là-dedans, mais il tenait une caméra. Fait que là, ça a été pour lui aussi une belle expérience. Et c'est ça, des accompagner là-dedans et surtout de créer le lien de confiance pour que ces jeunes-là fassent des témoignages, réussissent à se livrer, mais sans jamais être dans... on ne pose jamais un regard, je dirais... un jugement. Un jugement où on n'est pas voyeur. C'est pas un documentaire qui est voyeur, c'est pas sensationnaliste, mais c'est sûr que c'est du senti. Les jeunes sont souvent très touchés parce qu'ils partent de loin des fois dans leur vécu et des fois eux-mêmes réalisent la route qu'ils ont parcourue puis se disent « OK, wow, j'ai tout fait ça moi. Ouais. Je me suis vraiment dépassé. » Et il y a une belle fierté pour eux autres de redonner aux suivants aussi. Oui. Ça a connu un bon succès parce que, disons, c'est jusqu'à maintenant, les sorties que vous avez faites avec votre film ont connu quand même un beau succès jusqu'à maintenant. Un très beau succès. On est vraiment contents. Le but, on veut que ce documentaire-là ait une vie le plus longue possible et soit vu par le plus de gens possible. Il y a vraiment... ça vise tous les gens. Hein. C'est pas quelque chose qui s'adresse aux jeunes nécessairement. Je pense qu'il y a vraiment clairement quelque chose où est-ce qu'on questionne les gens par rapport à leur rapport à la nature et à l'aventure. Moi, j'invite les gens là,
à venir voir ça en grand nombre. Effectivement, donc ça sera diffusé le samedi 21 avril à compter de 14h. Oui. Ici, justement, au Festival de films pour l'environnement. Alors, Étienne Beaumont et Philippe Jobin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. L'histoire qui vous sera racontée, c'est l'autre visage de la vallée. Celui où le rêve, l'aventure et le dépassement de soi sont au cœur d'un projet social plus grand que nature. C'est l'histoire du projet En Marche, le projet d'insertion socio-professionnelle de la coopérative Vallée-Bras-du-Nord. Depuis nos débuts, des centaines de jeunes ont risqué cette aventure folle de se réapproprier une partie d'eux-mêmes, d'apporter des changements à leur vie, de s'émanciper et de se trouver un projet de vie durable qui leur ressemble. Le projet se situe dans la Vallée-Bras-du-Nord, à Saint-Raymond-de-Portneuf, un territoire ancré au creux des montagnes qui est devenu, au fil des ans, une destination plein air incontournable dans le nord-est de l'Amérique, notamment au niveau du vélo de montagne. C'est dans cette ancienne vallée glaciaire que les jeunes du projet En Marche évoluent et travaillent chaque jour au bon soin des sentiers. C'est grâce à leur travail que les réseaux de sentiers se sont développés au fil des ans, et c'est là justement une de nos plus grandes fiertés. Derrière chaque activité, chaque mètre de sentier, il y a un peu de leur histoire. C'est donc au cœur de ce projet coopératif que les jeunes ont su laisser leurs traces et contribuer à ce que ce terrain de jeu devienne aussi rassembleur et unique. Parce qu'il est là le grand projet de développement durable des coops. Être un leader dans le milieu du plein air et de l'écotourisme, tout en ayant une mission sociale forte et en prenant position en faveur de la jeunesse. L'Auberge du Couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'Auberge du Couvent, le berceau du FFPE. Léo, revenons un peu sur l'introduction en fait du festival qui est quand même particulière à cette introduction. Exactement. C'est que le dessin, l'animation de base, le visuel, c'est Valentina Flores Lopez, qui est une artiste colombienne qui fait ça depuis la première année. C'est elle qui a créé le bonhomme du FFPE, le Valo. Et à chaque année, elle me demande, donne-moi un petit peu une thématique, quelque chose. Je lance une phrase ou deux. Et elle nous arrive tout le temps quelque chose d'extraordinaire. Vous avez vu cette année comment c'est festif, le bonhomme. Puis il est sur un vélo monocycle, donc on va dévoiler quelque chose éventuellement qui a un rapport avec ça aussi. Et j'ai demandé pour l'animation visuelle, audiovisuelle, à Evelyne, qui est la dame syrienne qui est arrivée l'an passé. Donc, il y aura un film qui va être présenté à Saint-Hubert. Elle, c'était une animatrice TV en série. Alors, c'est elle qui fait la voix chant. Donc, il y a comme un petit cachet une connotation internationale dans notre animation, dans notre introduction. Oui. Peut-être en terminant, rappelons les gens qui veulent suivre ou voir la programmation. C'est disponible sur votre site web. Oui, ffpe.ca. Et vous voyez la programmation qu'on a divulguée le 21 mars. Le reste est à suivre. On va continuer d'ici quelques semaines à vous offrir le reste de la programmation. Oui. Mais vous pouvez déjà acheter des passeports ou des billets pour les projections qu'on a lancées. Ou aussi coucher à l'auberge, puis tout ça, vous allez voir, il y a aussi notre cocktail bénéfice qu'on fait à chaque année, qu'on va dévoiler bientôt le conférencier. Donc, ça remplace le ciné-souper. Ça, vous pouvez avoir des billets VIP à 100 $, des billets à 70 $. Et tout est sur notre site internet ffpe.ca. Parfait. Alors, Léo Denis, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Alors, à bientôt.